À travers l'histoire de France, dans divers conflits et guerres, de nombreuses victoires notables ont été remportées par des forces jugées comme inférieures face à des adversaires bien plus puissants. Les circonstances et les conditions permettant ces succès militaires inattendus ont été variées, et c'est ce que je vais te faire découvrir dans cette vidéo. À noter que de nombreuses batailles dans l'histoire ont été remportées par la France qui partait perdante, et il est possible que je ne parle pas de ta préférée dans cette vidéo, alors n'hésite pas à me faire des suggestions en commentaire. La bataille de Bouvines s'est déroulée le dimanche 27 juillet 1214, près de Bouvines, dans le comté de Flandre, actuel département du Nord, en France. Elle opposait les troupes royales françaises de Philippe Auguste à une coalition menée par l'empereur du Saint-Empire, Othon IV. Cette bataille s'inscrit dans le conflit opposant les Capétiens aux Plantagenets, plus précisément entre Philippe Auguste et Jean Santerre. Après avoir perdu la plupart de ses possessions françaises, Jean Santerre forma une vaste coalition contre Philippe Auguste en 1214, incluant l'empereur Othon IV, Renaud de Damartin, comte de Boulogne, et plusieurs princes et seigneurs flamands, allemands et français. L'armée française comptait environ 7000 combattants, incluant des troupes royales et des milices communales. La coalition adverse rassemblait environ 9000 combattants. Ces chiffres sont considérés comme plus réalistes que les estimations exagérées des chroniques médiévales. Le 27 juillet 1214, alors que l'armée française se repliait en traversant la rivière Marque, les forces coalisées lancèrent leur attaque. Philippe Auguste, averti, fit demi-tour et engagea la bataille dans une position plus favorable. Les deux armées s'affrontèrent sur une ligne de front d'environ 2000 pas. La bataille fut marquée par des combats rapprochés et intenses. Les forces françaises réussirent à repousser les assauts de la coalition, notamment grâce à la bravoure de certains chevaliers comme Mathieu II de Montmorency qui s'empara de 12 bannières ennemies. Le roi Philippe Auguste lui-même fut désarçonné, mais sauvé par ses hommes. L'engagement entre le roi de France et l'empereur Othon IV fut particulièrement symbolique, représentant l'affrontement entre les deux plus grandes puissances de l'époque. Finalement, les forces coalisées furent mises en déroute. De nombreux nobles ennemis furent capturés, dont Ferrand de Flandre et Renaud de Damartin. L'empereur Othon IV parvint à s'enfuir. La victoire consolida l'autorité de Philippe Auguste et affaiblit la noblesse rebelle. Othon IV perdit sa couronne impériale. Quant à Jean Santerre, il dut accepter le traité de Chinon et faire face à la révolte de ses barons avec la Grande Charte de 1215. La victoire permit à Philippe Auguste de conserver ses conquêtes récentes, notamment la Normandie, le Maine, l'Anjou, la Touraine et la Bretagne. Ferrand de Flandre passa 15 ans en prison au Louvre. Renaud de Damartin fut emprisonné jusqu'à sa mort en 1227, et ses terres furent confisquées. La bataille de Bouvines est considérée comme l'une des batailles décisives de l'histoire de France, marquant le début du déclin de la prédominance seigneuriale et contribuant à l'affirmation du pouvoir royal français. Elle a eu un retentissement important et des conséquences durables sur l'équilibre politique de l'Europe occidentale au début du XIIIe siècle. Lors de l'automne 1428, alors que la guerre de Cent Ans faisait rage depuis près d'un siècle, la ville d'Orléans se préparait à affronter l'une des épreuves les plus cruciales de son histoire. Située sur les rives de la Loire, cette cité stratégique était la clé du royaume de France, le dernier rempart avant les terres du dauphin Charles, futur Charles VII. Les Anglais, maîtres du nord de la France, avaient décidé de porter le coup de grâce à leurs ennemis en s'emparant d'Orléans. Le 12 octobre, une armée de 5000 hommes, menée par le comte de Salisbury, se présenta devant les murs de la ville. Face à eux, une garnison d'environ 2500 défenseurs, renforcés par les milices urbaines, s'apprêtait à livrer une bataille dont l'issue semblait incertaine. Le siège commença par la prise des Tourelles, forteresse défendant le pont sur la Loire. Les Anglais, adoptant une stratégie d'encerclement, construisirent des bastilles autour de la ville pour l'isoler. Les défenseurs, sous le commandement du bâtard d'Orléans, futur comte de Dunois, résistaient avec acharnement. Les mois passèrent, ponctués d'escarmouches et de tentatives de ravitaillement. La situation semblait s'enliser, mais le destin allait bientôt frapper à la porte d'Orléans, sous les traits d'une jeune paysanne lorraine. Le 29 avril 1429, Jeanne d'Arc fit son entrée dans la ville assiégée, accompagnée de renforts, environ 4000 hommes. Son arrivée galvanisa les troupes françaises et insuffla un nouvel espoir aux défenseurs.
Du 4 au 7 mai, une série d'attaques françaises furent lancées contre les bastilles anglaises. Le 8 mai, dans un assaut final, les Français reprirent les tourelles. Devant cette offensive inattendue, les Anglais levèrent le siège, abandonnant leur projet de conquête. La victoire d'Orléans marqua un tournant décisif dans la guerre de 100 ans. Elle redonna l'initiative aux Français et porta un coup dur au moral et à la stratégie anglaise. Pour Jeanne d'Arc, ce fut le début d'une ascension fulgurante qui allait la mener jusqu'au sacre de Charles VII à Reims. Les conséquences de ce siège furent considérables. Le sentiment national français se renforça et une série de succès militaires s'ensuivit, dont la campagne de la Loire et la bataille de Patay. Charles VII vit sa légitimité renforcée, ouvrant la voie à la reconquête progressive du royaume. Aujourd'hui encore, Orléans commémore chaque année la levée du siège lors des fêtes joanniques, perpétuant le souvenir de ces mois héroïques où une ville assiégée, avec l'aide d'une jeune fille inspirée, changea le cours de l'histoire de France. Ainsi s'acheva le siège d'Orléans, épisode crucial de la guerre de 100 ans, où le courage des défenseurs et l'intervention providentielle de Jeanne d'Arc transformèrent une situation désespérée en victoire éclatante, redonnant espoir à un royaume au bord de l'effondrement et amorçant le long processus qui mènerait des années plus tard à la victoire finale de la France dans ce conflit. Dans les derniers jours du printemps 1429, alors que la guerre de 100 ans faisait rage, une bataille décisive se préparait dans les plaines de la Beauce. La bataille de Patay allait marquer un tournant dans ce long conflit opposant les royaumes de France et d'Angleterre. Le contexte était tendu. Les Anglais, maîtres du nord de la France, venaient de subir un revers cuisant avec la levée du siège d'Orléans, grâce à l'intervention de Jeanne d'Arc. Déterminés à reprendre l'avantage, ils avaient rassemblé une armée de 5000 hommes, dont le redoutable corps d'archers équipé d'arcs longs sous le commandement de John Falstaff et John Talbot. Face à eux, l'armée française, galvanisée par ses récentes victoires, comptait initialement 180 chevaliers d'élite, bientôt rejoints par 1400 hommes d'armes. À leur tête, des capitaines aguerris comme La Hire, Pothon de Xaintrailles et le connétable Arthur de Richemont. Le 18 juin 1429, le destin allait frapper un grand coup. Alors que les Anglais progressaient, confiants dans leur tactique éprouvée, un événement inattendu bouleversa leurs plans. Des éclaireurs français repérèrent leur position avant qu'ils n'aient pu se préparer adéquatement. Le hasard, sous la forme d'un cerf effarouché, aurait même joué un rôle en révélant la présence anglaise. Sans perdre un instant, l'avant-garde française lança une charge de cavalerie fulgurante. Les archers anglais, pris au dépourvu, n'eurent pas le temps de planter leurs pieux défensifs. En quelques instants, le corps d'élite, qui avait fait la fierté de l'armée anglaise pendant des décennies, fut submergé par la cavalerie française. La bataille tourna rapidement au désastre pour les Anglais. Leurs lignes brisées, leurs archers décimés, ils ne purent que fuir devant la fureur française. Le célèbre John Talbot, lui-même, fut fait prisonnier, capturé par Jean d'Agneau, un simple capitaine qui gagna ses lettres de noblesse ce jour-là. La poursuite fut impitoyable. Les chevaliers français, assoiffés de revanche après tant d'années de défaites, pourchassèrent sans relâche les Anglais en déroute. Le bilan fut terrible. 2500 Anglais tués, blessés ou capturés, contre seulement 3 morts et une centaine de blessés du côté français. Cette victoire éclatante eut des conséquences considérables. Pour la première fois depuis des générations, les Français avaient prouvé leur supériorité sur le champ de bataille. Le mythe de l'invincibilité anglaise était brisé. Le corps des archers, pilier de la puissance militaire anglaise, était anéanti et ne serait jamais reconstitué. Pour Charles VII, le roi de Bourges, c'était l'ouverture de la route vers Reims et son sacre, qui allait asseoir définitivement sa légitimité. Pour Jeanne d'Arc, bien que son rôle direct dans la bataille ait été limité, c'était un nouveau chapitre dans son épopée qui renforçait son aura de libératrice. La bataille de Patay marqua un tournant décisif dans la guerre de 100 ans. Elle inaugura une longue série de victoires françaises qui, au fil des années, allaient repousser les Anglais hors du royaume. La fin de la suprématie de l'arc long anglais ouvrit la voie à de nouvelles innovations militaires, notamment dans l'artillerie, qui jouerait un rôle crucial dans les futures victoires françaises. Ainsi, en ce jour de juin 1429, sur les plaines de la Beauce, le destin de 2 royaumes bascula. La bataille de Patay, brève mais décisive, changea le cours de l'histoire, redonnant espoir à un royaume de France qui semblait au bord de l'effondrement, et amorçant le déclin de la puissance anglaise sur le continent. Elle permit à la France de se relever et de triompher finalement dans cette longue et sanglante guerre de 100 ans.
1515 Marignan, une date que l'on connaît presque tous car nous avons dû l'apprendre par cœur durant nos cours d'histoire. Mais à quoi cela correspond vraiment ? Eh bien, en septembre 1515, dans les plaines de Lombardie, la bataille de Marignan, opposant le jeune roi de France, François Ier, aux redoutables mercenaires suisses, allait changer le cours des guerres d'Italie. Le contexte était particulièrement difficile. François Ier, tout juste monté sur le trône, rêvait de gloire et de conquête. Il avait jeté son dévolu sur le duché de Milan, clé de la domination française en Italie. Face à lui, les Suisses, réputés invincibles, défendaient les intérêts du duc de Milan. Le 13 septembre, les deux armées se font face. D'un côté, plus de 30 000 Français et leurs alliés vénitiens, équipés de la plus puissante artillerie de l'époque. De l'autre, environ 22 000 à 30 000 Suisses, moins nombreux, mais forts de leur réputation de soldats invincibles. Le combat s'engage en fin d'après-midi. Les Suisses, dans un élan furieux, enfoncent les premières lignes françaises. François Ier, à la tête de sa cavalerie, contre-attaque. La mêlée est terrible. Dans l'obscurité grandissante, amis et ennemis se confondent. Le roi lui-même manque d'être capturé. À la tombée de la nuit, les combats cessent, sans vainqueur ni vaincu. François Ier passe la nuit sur un affût de canon, à quelques mètres seulement des lignes ennemies. L'aube du 14 septembre voit reprendre les hostilités avec une violence redoublée. C'est alors que le destin bascule. Vers 8h du matin, le cri « Marco ! Marco !» retentit sur le champ de bataille. Les renforts vénitiens, menés par Bartolomeo d'Alviano, arrivent au galop. Leur charge décisive brise la résistance suisse. Après 16 heures de combat acharné, les mercenaires helvètes battent en retraite vers Milan. Le bilan est lourd. Près de 16 000 morts jonchent le champ de bataille. Les Suisses ont perdu près de la moitié de leurs effectifs, tandis que les Français déplorent environ 5 000 à 8 000 victimes. La victoire de Marignan a des conséquences considérables. François Ier, auréolé de gloire, s'empare de Milan. Sa réputation de roi chevalier est faite. On raconte même que le chevalier Bayard l'adouba sur le champ de bataille, bien que certains historiens doutent de cette anecdote. Pour les Suisses, c'est la fin d'un mythe. Leur réputation d'invincibilité est brisée. Ils signeront bientôt avec la France la paix perpétuelle qui les verra mettre leurs mercenaires au service du roi de France pour les siècles à venir. Sur le plan diplomatique, François Ier consolide son pouvoir. Il signe des traités avantageux avec le pape et les cantons suisses. La France s'impose comme la puissance dominante en Europe. Marignan marque aussi un tournant dans l'art de la guerre. L'utilisation décisive de l'artillerie annonce les mutations militaires de la Renaissance. Les lourds chevaliers médiévaux cèdent progressivement la place à des armées plus mobiles et mieux équipées. La bataille inspire les artistes. Le compositeur Clément Jeannequin en fait le sujet d'une célèbre chanson, La guerre, qui imite les bruits de la bataille. Léonard de Vinci lui-même organisera une reconstitution de la bataille pour le roi. Aujourd'hui encore, tout le monde connaît Marignan 1515 sans pour autant savoir à quoi cela correspond. Mais son nom est devenu synonyme de victoire éclatante. À Paris, une rue et un passage rappellent ce fait d'armes. Marignan a montré qu'un jeune roi audacieux pouvait changer le cours de l'histoire et que même les guerriers les plus redoutés pouvaient être vaincus par la combinaison du courage, de la stratégie et des innovations technologiques. Dans les brumes matinales du 19 mai 1643, les plaines de Rocroi s'apprêtaient à être le théâtre d'une bataille qui allait changer le cours de l'histoire européenne. La guerre de 30 ans faisait rage depuis un quart de siècle, et la France de Louis XIII, qui venait de perdre son roi et son cardinal de Richelieu, jouait gros sur ce champ de bataille des Ardennes. D'un côté, l'armée espagnole des Flandres, forte de 27 000 hommes, dont 18 000 fantassins et 9 000 cavaliers, appuyés par 18 pièces d'artillerie. À sa tête, le général Francisco de Melo, confiant dans la puissance de ses redoutables tercios, ces formations d'infanterie qui dominaient les champs de bataille européens depuis plus d'un siècle. Face à eux, l'armée française de Picardie, légèrement moins nombreuse avec 22 000 hommes, dont 15 000 fantassins et 7 000 cavaliers, soutenus par 14 canons. Son commandant, un jeune duc de 21 ans, Louis de Bourbon, duc d'Enghien, futur grand Condé, qui allait connaître son baptême du feu en tant que général en chef. La veille de la bataille, Enghien apprit que des renforts espagnols étaient en route. Conscient que le temps jouait contre lui,
il décida d'attaquer dès l'aube. À peine le soleil levé, les troupes françaises se mirent en mouvement. Enghien prit le commandement de l'aile droite, tandis que le maréchal de l'Hôpital dirigeait la gauche. La bataille s'engagea par une charge fulgurante d'Enghien sur l'aile gauche espagnole. En un éclair, la cavalerie française culbuta les mousquetaires ennemis et mit en déroute la cavalerie d'Albuquerque. Mais alors qu'Enghien semblait tenir la victoire, un drame se jouait à l'autre bout du champ de bataille. L'aile gauche française, sous le commandement de la Ferté-Senneterre, était enfoncée par les troupes de Mello. La bataille basculait. C'est alors qu'Enghien prit une décision audacieuse qui allait entrer dans la légende. Au lieu de se replier pour secourir son aile gauche, il décida de poursuivre son avancée, passant derrière les lignes ennemies pour attaquer par l'arrière la cavalerie espagnole victorieuse. Cette manœuvre, aussi risquée que brillante, désorganisa complètement l'armée espagnole. Au centre du champ de bataille, un spectacle épique se jouait. 4500 vétérans espagnols sous les ordres du comte de Fontaine, un général septuagénaire porté en chaise à cause de sa goutte, résistait stoïquement aux assauts français. 3 fois, Enghien lança sa cavalerie à l'assaut de ce carré d'infanterie. 3 fois, elle fut repoussée. Mais l'arrivée des renforts français et de l'artillerie scella le sort de la bataille. Encerclés, ayant perdu leur commandant, les Espagnols finirent par demander quartier. Une dernière escarmouche faillit coûter la vie à Enghien, mais la victoire était acquise. Le bilan fut conséquent, 8000 morts et blessés, et 7000 prisonniers du côté espagnol, contre 4000 pertes françaises. Mais au-delà des chiffres, c'est toute la face de l'Europe qui venait de changer en cette journée de mai 1643. La bataille de Rocroi marqua la fin de la suprématie militaire espagnole et l'émergence de la France comme nouvelle puissance dominante en Europe. Elle ouvrit la voie à l'âge d'or du règne de Louis XIV, qui n'avait alors que 4 ans. Pour le jeune duc d'Enghien, ce fut le début d'une carrière militaire exceptionnelle qui allait faire de lui le Grand Condé. Pour l'Espagne, ce fut le commencement d'un long déclin qui allait se poursuivre tout au long du XVIIe siècle. La bataille de Rocroi est un moment charnière de l'histoire européenne où le génie tactique d'un jeune général français a triomphé de la puissance réputée invincible des tertios espagnols. Elle marqua aussi l'avènement de nouvelles tactiques militaires, avec l'importance croissante de la cavalerie et de l'artillerie, annonçant les grandes batailles du siècle à venir. Ainsi, en ce jour de mai 1643, sur les plaines brumeuses de Rocroi, s'était joué bien plus qu'une simple bataille. C'était le destin de l'Europe qui venait de basculer. Par un chaud jour d'été 1712, les plaines de Flandre s'apprêtaient à être témoins d'une bataille décisive qui allait changer le cours de la guerre de succession d'Espagne. La bataille de Denain, opposant les forces françaises du maréchal de Villars aux troupes alliées du prince Eugène de Savoie, allait marquer un tournant dans ce long conflit qui durait depuis plus d'une décennie. Le contexte était sombre pour la France. Après des années de guerre coûteuses, le royaume de Louis XIV était à bout de force. Les défaites s'accumulaient, le trésor était vide, et la famine menaçait. Les Alliés, menés par l'Angleterre, les Provinces-Unies et l'Empire, semblaient sur le point de remporter une victoire totale. Leur plan était simple, percer les défenses françaises à Landrecies, puis marcher sur Paris pour dicter leurs conditions à un Louis XIV vaincu. Face à cette menace existentielle, le roi Soleil confia ses derniers espoirs au maréchal de Villars. Ce dernier, conscient de l'enjeu, rassembla une armée d'environ 70 000 hommes. En face, le prince Eugène disposait de forces légèrement supérieures, environ 80 000 soldats, et bénéficiait d'une position avantageuse, protégée par des lignes de communication fortifiées. Le 24 juillet 1712, Villars mit en œuvre un plan audacieux. Feignant de vouloir secourir Landrecies, il attira l'attention du prince Eugène, loin de son véritable objectif, le camp retranché de Denain. Par une manœuvre rapide et secrète, il fit traverser l'Escaut à ses troupes sur des ponts de fortune. L'effet de surprise fut total. Les 12 000 hommes qui gardaient Denain, principalement des Hollandais sous le commandement du comte d'Albemarle, se retrouvèrent soudain face à l'ensemble de l'armée française. Malgré leur résistance acharnée, ils furent submergés par l'assaut français. En moins de 2 heures, le camp retranché tomba. Le prince Eugène, alerté trop tard, ne put que constater l'ampleur du désastre. Ses tentatives pour secourir Denain furent vaines, bloquées par la destruction des ponts sur l'Escaut. La victoire française était totale. Les conséquences de la bataille de Denain furent considérables.
En un seul jour, l'équilibre des forces avait basculé. Les Français reprirent rapidement le contrôle des places fortes de Flandre. Plus important encore, cette victoire redonna espoir à la France et changea la dynamique des négociations de paix. Louis XIV, qui envisageait quelques semaines plus tôt d'abdiquer pour sauver son royaume, put désormais négocier en position de force. Les traités d'Utrecht et de Rasta, signés dans les mois qui suivirent, permirent à la France de conserver l'essentiel de ses positions et de voir un Bourbon monter sur le trône d'Espagne. Pour le maréchal de Villars, Denain fut l'apogée d'une brillante carrière militaire. Il entra dans la légende comme le sauveur de la France, celui qui avait inversé le cours de la guerre par son audace et son génie tactique. La bataille de Denain resta gravée dans les mémoires comme un exemple de l'importance de l'effet de surprise et de la rapidité d'exécution en stratégie militaire. Elle démontra qu'une bataille, même apparemment mineure, pouvait changer le cours d'une guerre et le destin des nations. Aujourd'hui encore, Denain commémore cette victoire qui sauva la France. Une colonne triomphale érigée sur le champ de bataille rappelle aux visiteurs ce moment crucial de l'histoire où le courage et l'ingéniosité d'un général et de ses hommes ont permis de renverser une situation qui semblait désespérée. Ainsi, en ce 24 juillet 1712, sur les rives de l'Escaut, s'était joué bien plus qu'une simple bataille. C'était à nouveau l'avenir de la France et l'équilibre des puissances en Europe qui venait d'être redessiné, rappelant que même dans les heures les plus sombres, le destin d'une nation peut basculer grâce à l'audace et à la détermination de ses défenseurs. Par un matin brumeux du 11 mai 1745, les plaines de Fontenoy allaient connaître une bataille décisive de la guerre de succession d'Autriche. D'un côté, l'armée française, commandée par le maréchal de Saxe, forte d'environ 50 000 hommes. De l'autre, une coalition de troupes britanniques, hollandaises et autrichiennes, menée par le duc de Cumberland, comptant près de 53 000 soldats. L'aube se leva sur un paysage transformé par les préparatifs de guerre. Le maréchal de Saxe, stratège avisé, avait fait fortifier le village de Fontenoy et ériger des redoutes tout autour. Le roi Louis XV et le dauphin étaient présents, observant le champ de bataille depuis une colline proche. Vers 5h30, le silence fut brisé par les premiers coups de canon hollandais. La brume se dissipa lentement, révélant les deux armées face à face. Un duel d'artillerie s'engagea, fauchant les premières victimes illustres des deux camps. Les Hollandais lancèrent les premières attaques vers 9h, tentant de prendre Fontenoy et Antoing. Mais la puissante artillerie française les repoussa, semant la confusion dans leurs rangs. Une seconde tentative, soutenue par des troupes britanniques et hanovriennes, échoua également. C'est alors que se produisit un moment qui allait entrer dans la légende. Alors que les colonnes britanniques s'avançaient, un officier aurait crié « Messieurs les Français, tirez les premiers !» Cette anecdote, bien qu'invérifiable, illustre l'esprit chevaleresque qui régnait encore sur les champs de bataille de l'époque. Le cœur de la bataille se joua vers midi. Les troupes britanniques, formant un redoutable carré, percèrent les lignes françaises, créant une brèche de 250 mètres. Pendant un moment, la victoire sembla leur sourire. L'entourage de Louis XV fut pris de panique, mais le roi refusa de quitter le champ de bataille. Le maréchal de Saxe, malgré sa santé fragile, orchestra alors une contre-attaque décisive. Vers 13h, l'ensemble de la cavalerie française et les corps d'élite de la maison du roi chargèrent le carré britannique. Pris en tenaille, bombardés par l'artillerie, les Britanniques n'eurent d'autre choix que de se replier. À 14h, le silence retomba sur Fontenoy. Le champ de bataille était jonché de corps, témoignant de la violence des combats. Les pertes étaient lourdes des deux côtés, environ 7500 hommes pour les Alliés et 7300 pour les Français. La victoire de Fontenoy eut des conséquences majeures. Elle ouvrit la voie à la conquête des Pays-Bas autrichiens par la France. En seulement 2 ans, Louis XV s'empara de l'ensemble de ce territoire. Cependant, la paix d'Aix-la-Chapelle, en 1748, vint tempérer ses succès. Louis XV, voulant traiter en roi et non en marchand, restitua toutes ses conquêtes, sans contrepartie. Cette décision fut amèrement critiquée en France, donnant naissance à l'expression « se battre pour le roi de Prusse ». La bataille de Fontenoy est l'exemple type de la guerre en dentelle du XVIIIe siècle, mélange de bravoure chevaleresque et de tactique militaire moderne. Elle marqua aussi l'apogée du règne de Louis XV avant que les revers de la guerre de 7 ans ne viennent ternir son image. Des monuments, des plaques et des cérémonies rappellent le sacrifice des soldats de toute nationalité qui tombèrent ce jour-là.
La bataille reste un symbole de l'histoire partagée des nations européennes, un rappel des conflits passés et de l'importance de la paix durement acquise. Par une froide matinée d'octobre 1806, Auerstedt, selon la prononciation allemande, une petite ville en Saxe, allait voir une bataille qui allait changer le cours de l'histoire européenne. La grande armée de Napoléon Bonaparte, forte de ses récentes victoires, faisait face à l'armée prussienne, réputée invincible depuis l'époque de Frédéric le Grand. La Prusse, alarmée par l'expansion de l'Empire français, avait déclaré la guerre à Napoléon. Le roi Frédéric Guillaume III et son épouse, la reine Louise, avaient galvanisé leur peuple, promettant de mettre fin à l'hégémonie française en Europe. Ce jour-là, le 14 octobre 1806, le maréchal Louis-Nicolas Davout se trouvait à la tête du 3e corps d'armée français, fort d'environ 26 000 hommes. Face à lui, l'armée prussienne principale, commandée par le duc de Brunswick et le roi de Prusse en personne, comptait près de 63 000 soldats. Le rapport de force semblait clairement en faveur des Prussiens. L'aube se leva sur un champ de bataille enveloppé de brouillard. Les troupes de Davout, en infériorité numérique, se déployèrent rapidement. Le maréchal, surnommé le maréchal de fer pour sa discipline et sa ténacité, savait que la journée serait décisive. Vers 7 heures du matin, les fracas des premiers coups de canon déchira le silence. Les Prussiens, confiants dans leur supériorité numérique, lancèrent une série d'assauts frontaux contre les positions françaises. Mais Davout, stratège hors pair, avait anticipé cette tactique. Ses troupes, bien positionnées, repoussèrent, vague après vague, les attaques ennemies. Au fil des heures, le champ de bataille se transforma en un véritable enfer. La fumée des canons se mêlait au brouillard, créant une atmosphère apocalyptique. Les charges de cavalerie se succédaient, fauchant des vies par centaines. Le duc de Brunswick, mortellement blessé, fut évacué du champ de bataille, laissant l'armée prussienne sans son commandant principal. Malgré leur infériorité numérique, les Français tenaient bon. Davout, omniprésent, galvanisait ses troupes, se portant lui-même en première ligne quand la situation l'exigeait. Son courage et son sang-froid inspiraient ces hommes qui repoussaient inlassablement les assauts prussiens. Vers midi, le roi Frédéric Guillaume III, voyant son armée incapable de percer les lignes françaises, ordonna une retraite générale. Ce qui avait commencé comme une retraite ordonnée se transforma rapidement en déroute. Les troupes prussiennes, démoralisées, fuyaient en désordre, poursuivies par la cavalerie française. Le bilan de la bataille était stupéfiant. L'armée prussienne avait perdu près de 10 000 hommes, tués ou blessés, et 3 000 prisonniers. Les Français, malgré leur infériorité numérique initiale, n'avaient perdu que 7 000 hommes. Mais au-delà des chiffres, c'est le mythe de l'invincibilité prussienne qui venait de voler en éclats. Les conséquences de la bataille d'Auerstedt furent immenses. Combinée à la victoire simultanée de Napoléon à Iéna, elle marqua l'effondrement de la puissance prussienne. En quelques semaines, la majeure partie du royaume de Prusse tomba aux mains des Français. Berlin fut occupé et le roi Frédéric Guillaume III dut fuir vers l'Est. Pour Napoléon, cette victoire confirma sa domination sur l'Europe continentale. Il put imposer ses conditions à la Prusse vaincue, redessiner la carte de l'Allemagne et renforcer le blocus continental contre l'Angleterre. Pour Davout, la bataille d'Auerstedt fut l'apogée de sa carrière militaire. Napoléon le récompensa en le faisant duc d'Auerstedt, reconnaissant ainsi son rôle crucial dans cette victoire décisive. Mais l'histoire allait montrer que cette victoire éclatante portait en elle les germes de la chute future de l'Empire. L'humiliation de la Prusse allait nourrir un sentiment de revanche et contribuer à l'éveil du nationalisme. Quelques années plus tard, ces mêmes Prussiens, réformés et galvanisés par leur défaite, joueraient un rôle crucial dans la chute de Napoléon. Ainsi, la bataille d'Auerstedt s'inscrit dans l'histoire comme un moment charnière où le génie tactique d'un seul homme, le maréchal Davout, permit de renverser un rapport de force a priori défavorable et de changer le cours de l'histoire européenne. Elle illustre à la fois la puissance de la grande armée à son apogée et les prémices de sa chute future, rappelant que dans le grand jeu de l'histoire, chaque victoire porte en elle les graines des défis à venir. Par un matin de juin 1940, alors que la France était à genoux, face à l'avancée allemande, un nouveau front s'ouvrait à l'extrême sud-est du pays. La petite ville de Menton, nichée entre mer et montagne à la frontière italienne, allait devenir le lieu d'une bataille aussi brève qu'intense.
L'Italie de Mussolini, opportuniste, avait déclaré la guerre à la France le 10 juin, espérant profiter de la débâcle française pour s'emparer de territoires convoités. Face à cette menace, les Français avaient mobilisé leurs troupes le long de la frontière, renforçant notamment le secteur de Menton. Dans ce paysage idyllique de la Côte d'Azur, une poignée de soldats français allait tenir tête à une armée italienne bien plus nombreuse. Au cœur de ce dispositif de défense se trouvait le bunker de Pont-Saint-Louis, véritable verrou sur la route côtière, gardé par seulement 9 hommes du 86e bataillon alpin de forteresse. Le 15 juin, l'offensive italienne débuta. Le 15e corps d'armée italien, fort de plusieurs milliers d'hommes, se lança à l'assaut des positions françaises. Leur mission, baptisée Operazione R pour Riviera, était claire: percer les défenses françaises et s'emparer de Nice. Mais les Italiens allaient vite déchanter. Dès les premiers jours, leurs tentatives furent repoussées par l'artillerie française, bien positionnée dans les hauteurs. Le bunker de Pont-Saint-Louis, en particulier, se révéla être un os dur à croquer. Le 20 juin, les Italiens lancèrent une attaque massive sur cette position. Des centaines de soldats déferlèrent sur le pont, mais les 9 défenseurs français, armés de leurs mitrailleuses et de quelques grenades, tinrent bon. L'artillerie française, depuis le Cap Martin, pilonna les assaillants, semant la panique dans leurs rangs. Pendant plusieurs jours, les combats firent rage autour de Menton. Les Italiens progressaient lentement, au prix de lourdes pertes. Les Français, bien que largement inférieurs en nombre, résistaient avec acharnement, s'accrochant à chaque rue, à chaque maison. Le 22 juin, les Italiens parvinrent enfin à entrer dans Menton, mais leur avancée fut stoppée net par la ligne principale de résistance française, une série de casemates et d'ouvrages fortifiés qui verrouillaient l'accès à Nice. Ironie du sort, c'est au moment où les Italiens pensaient enfin tenir la victoire que l'armistice fut signé, le 24 juin. Les combats cessèrent le 25, laissant Menton, à moitié occupé, divisé entre vainqueurs et vaincus. Le bilan de cette bataille fut lourd pour les Italiens. En 10 jours de combat, ils n'avaient réussi à progresser que de quelques kilomètres, au prix de pertes importantes. Les Français, malgré leur infériorité numérique, avaient réussi à tenir leur position principale. La bataille de Menton resta dans les mémoires, comme un symbole de la résistance française face à l'agression italienne. Elle démontra que même dans la défaite, l'armée française était capable de se battre avec courage et détermination. Pour l'Italie, cette victoire fut une humiliation. Leur incapacité à percer rapidement les défenses françaises, malgré leur supériorité numérique, jeta le doute sur les capacités militaires du régime fasciste. Aujourd'hui encore, Menton porte les cicatrices de cette bataille. Le bunker de Pont-Saint-Louis, témoin silencieux de ces jours de combat, rappelle aux visiteurs l'héroïsme de ces quelques hommes qui, face à l'adversité, ont tenu bon jusqu'au bout. La bataille de Menton, bien que souvent éclipsée par les événements plus importants de la Seconde Guerre mondiale, reste un épisode marquant de l'histoire locale. Elle illustre la complexité de ce conflit, où chaque front, chaque bataille, aussi petite soit-elle, avait son importance dans le grand tableau de la guerre. Que le désert plat. Ben, c'est un trou paumé, ça, et c'est toujours un trou paumé d'ailleurs. Il y avait un vieux fort qui était là, il y avait soi-disant un point d'eau, mais il n'y avait pas de flotte. D'ailleurs, le mot « bir », ça veut dire « puits ». Hakem, le puits du sage. C'est un pays effroyable, effroyable. Ceci étant, c'est idéal pour faire la guerre. Ça en n'abîme rien. Il n'y a rien à casser. Dans les sables brûlants du désert libyen, au printemps 1942, se préparait une bataille qui allait entrer dans la légende. Bir Hakeim, simple point d'eau au milieu de nulle part, allait devenir le lieu d'un affrontement épique entre les forces de l'Axe et une poignée de Français libres déterminés à tenir coûte que coûte. Le contexte était tendu. L'Afrika Korps de Rommel, surnommé le renard du désert, semblait invincible. Après avoir repoussé les Britanniques jusqu'en Égypte, il s'apprêtait à lancer une offensive majeure pour s'emparer de Tobrouk et du canal de Suez. Sur son chemin, se dressait la première brigade française libre du général Koenig, chargée de défendre la position de Bir Hakeim. Le 26 mai 1942, l'assaut commença. Face aux 3700 hommes de Koenig, dont des tirailleurs sénégalais, des légionnaires et même un bataillon du Pacifique, se dressaient près de 32 000 soldats italo-allemands, appuyés par des centaines de chars et d'avions. Le rapport de force semblait écrasant. Pourtant,
les Français libres ne cédèrent pas. Retranchés dans leur position soigneusement préparée, ils repoussèrent, vague après vague, les assauts ennemis. Les mines et les tirs précis de l'artillerie française semaient la destruction dans les rangs de l'Axe. Rommel lui-même était surpris par cette résistance acharnée et dut admettre que Bir Hakeim était une position difficile à capturer. Pendant 2 semaines, la bataille fit rage, le soleil impitoyable, la soif, les bombardements incessants. Rien ne semblait pouvoir ébranler la détermination des défenseurs. Des actes de bravoure individuels se multiplièrent. On raconte qu'une jeune femme, Suzanne Travers, conductrice dans les forces françaises libres, brava les tirs ennemis pour apporter du ravitaillement aux assiégés. Mais le 10 juin, la situation devint intenable. À court de vivres et de munitions, Koenig reçut l'ordre d'évacuer la position. Dans la nuit du 10 au 11 juin, les Français libres réalisèrent l'impossible. Sous le nez des Allemands, ils parvinrent à s'extraire de la souricière, traversant les champs de mines ennemis pour rejoindre les lignes alliées. Le bilan de la bataille était lourd, près de 800 morts, blessés ou disparus du côté français, contre plusieurs milliers de pertes pour l'Axe. Mais au-delà des chiffres, c'est une victoire morale que les Français libres avaient remportée. En retenant Rommel pendant 2 semaines, les Français libres avaient donné aux Britanniques le temps de se réorganiser. Cette résistance héroïque avait prouvé au monde que la France, malgré l'occupation, n'avait pas dit son dernier mot. Pour le général de Gaulle, Bir Hakeim fut une aubaine. Il put montrer que les Français libres étaient une force avec laquelle il fallait compter. Churchill lui-même déclara « Les Français libres ont sauvé l'honneur ». Aujourd'hui encore, Bir Hakeim reste un symbole de résistance, de courage, de la volonté de se battre, même quand tout semble perdu. Dans le désert libyen, une stèle rappelle le sacrifice de ces hommes et femmes qui, loin de leur patrie, ont tenu tête à l'envahisseur. La bataille de Bir Hakeim nous rappelle que parfois, la victoire ne se mesure pas uniquement en termes de territoire conquis ou d'ennemis vaincus. Elle se mesure aussi à l'aune du courage, de la détermination et de la foi en des valeurs qui dépassent l'individu. Dans les sables de Libye, une poignée de Français libres a écrit une page glorieuse de l'histoire, prouvant que même dans les heures les plus sombres, l'espoir peut survivre et triompher. Si cette vidéo t'a plu, tu peux aller voir celle sur 11 batailles perdues d'avance qui s'affiche à l'écran. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et à bientôt.